Cher ami, vous avez la parole. On enregistre de manière à ce que ça puisse être mis sur le site. D'accord. De façon non redondante. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité pour présenter ce livre, et puis vous dire aussi le plaisir que j'ai de vous revoir, ceux avec qui j'ai travaillé à Malakoff, ceux que j'ai soignés et qui ont survécu, et puis ceux qui sont mes amis. Voilà, j'habite pas à Malakoff, mais je suis resté attaché au centre de santé, à la ville, à sa politique, et je vois régulièrement Éric May, on discute beaucoup, et peut-être je vous dis un mot avant de parler du livre. Donc je suis un des animateurs de la Commission nationale santé et protection sociale du Parti communiste, au niveau national. On travaille, fait pas mal de choses. Je suis membre du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, également. Je m'occupe pas mal de livres sur les questions de santé et de protection sociale. En particulier, on a publié au mois de juin un gros bouquin qui s'appelle « Refonder l'hôpital public », qui est un bouquin de 400 pages qui analyse la situation et qui fait des propositions. Donc ça sert je dirais pas de Bible, mais quand même d'appui, et c'est un ouvrage collectif. Et puis je dirige une revue qui s'appelle Les Cahiers de santé publique et de protection sociale, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Avant c'était édité et imprimé, mais comme la Fondation n'a plus les moyens pour faire ça, on l'a mis en version numérique. Et ça reste une revue assez conséquente, 100 pages, et ce sont des articles de fond qu'on traite. Et c'est gratuit maintenant. Et on diffuse ça à 2700 personnes. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés de lire, ça sort tous les 3 mois. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais il y a vous picorez là-dedans ce que vous voulez. Et je vous donnerai le site et vous vous branchez, et voilà, par exemple le numéro de décembre qui va sortir en janvier traite pas mal du Covid, des perspectives, du pôle public du médicament, mais aussi des problèmes de toxicomanie, de politique, et puis des réformes de la sécurité sociale en cours, enfin des choses d'actualité, et c'est le numéro 39, ça fait pas mal d'années puisqu'il en sort 4 par an, qu'on fait ce travail. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Et donc, si on a pu sortir au mois de juin 2020 le bouquin sur l'hôpital, on a aussi sorti ce livre, Vendange tardive du communisme, qui n'a rien à voir, je dirais, avec mes activités militantes habituelles, sauf que ça a quand même à voir sur tout ça. Parce que je suis membre du Parti communiste depuis 1971. Donc ça fait 50 ans. Et comme on fête le centenaire du parti, j'ai pensé que le moment était venu, puisque au fond, je ne suis pas le seul jeune de l'Assemblée, il y en a d'autres qui ont un long parcours. Moi, j'ai fait la moitié du parcours du Parti communiste qui vit depuis 100 ans. Et le moment est venu pour moi de faire un travail de réflexion, d'analyse, parce que j'étais pas très satisfait des réponses qu'on apporte aux difficultés qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il faut bien voir que la situation est quand même difficile pour le Parti communiste français, mais pour l'ensemble des partis communistes et des mouvements communistes à l'international. C'est inquiétant. On le voit bien d'ailleurs. Je pense que vous le vivez dans une ville comme Malakoff, qui était un fief historique du parti. Eh bien, on s'interroge que va devenir le mouvement communiste dans cette ville ou dans d'autres villes ou en France. Et on a, moi j'en suis content, un candidat au présidentiel. S'il fait 3%, je serais plutôt content finalement, parce qu'on n'aura pas fait 2. Mais enfin, c'est quand même des difficultés. Et donc, moi je pense
qu'il faut réfléchir à cette question. Pourquoi on a eu ces difficultés tout au long de ce siècle, le XXe siècle et le début du XXIe? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de battre notre coulpe en permanence et de... je reprendrai une idée que Léo Figuière avait, et d'ailleurs qu'il a écrit à plusieurs reprises et que je cite dans le livre. On a assez battu notre coulpe pour aussi voir les éléments, les choses positives qu'on a apportées. Donc je ne suis pas dans un sentiment de culpabilité, mais quand même, l'Union soviétique s'est effondrée, les pays d'Europe de l'Est ont abandonné le communisme, sont maintenant plutôt très réacs. Pol Pot, Cambodge. Par exemple, le Parti communiste italien est disparu. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, d'être allé à Turin en été. Et je suis tombé, il y avait les fêtes du Parti communiste partout. Il y avait une vie, etc. J'étais épaté. Disparu. Et puis, alors, je suis allé en Chine pour voir. Parce que, bon, il y a de l'espoir, mais il y a des inquiétudes. Je suis allé au Vietnam pour voir. Et je suis allé en Bosnie, il n'y a pas longtemps. Là, à Mokhtar, vous savez, là où il y a la jonction entre les populations musulmanes qui venaient de l'Empire ottoman et puis les autres populations orthodoxes, juives, etc. Et ça a été un lieu d'affrontement terrible. Et j'ai discuté avec les gens. Bilan de la guerre, 200 000 morts, hein, effondrement. Alors ils ont perdu en termes de pouvoir d'achat 30%, selon ce qu'ils m'ont dit. Il y avait zéro chômage, un chômage massif, une explosion des inégalités. Le régime donnait un logement à tout le monde. Par exemple, les Roms, qui sont des populations qui se déplacent, qui ne sont pas faciles à intégrer, eh bien, ils avaient tous un logement. Et maintenant, ils sont tous à la rue. Et quand vous arrivez à Mokhtar, vous voyez les suites de cette guerre, c'est-à-dire que les musulmans qui avaient l'habitude d'enterrer dans la journée les morts, il n'y avait plus de place dans les cimetières, donc ils ont enterré, par exemple, sur les ronds-points. Et les ronds-points sont des cimetières, et il y a des croix, il y a des symboles musulmans, etc. On voit la trace des morts partout. Et alors, je leur demande, et je rappelle qu'en Yougoslavie, c'était pas Staline, hein, et il y avait la possibilité de voyager, par exemple, de se déplacer. Et puis il y avait un cadre écologique qui n'était pas abîmé à ce moment-là. Et alors, quand j'ai discuté avec les gens, et le problème qu'ils disent, on regrette cette période, on regrette les morts, mais quand même la liberté. Ils avaient le sentiment de ne pas profiter de la liberté. Alors, ça se discute, etc. Mais c'est comme ça. Alors, pourquoi on en est arrivé là alors qu'on était dans un mouvement d'émancipation humaine, de progrès, d'égalité, de fraternité, etc. C'est assez compliqué. Évidemment, j'ai dit tous les aspects positifs de ce qui a pu être fait. Il faut pas nier. Et puis, on pourrait évoquer aussi tout ce que les adversaires nous ont mis sur la tête. On a payé extrêmement cher. Ne serait-ce que la Seconde Guerre mondiale, 20 millions de morts. Le nazisme, qui n'avait d'autre but sur le fond que d'aller massacrer le communisme. Quelqu'un évoquait tout à l'heure en Indonésie des
Et puis même quand j'ai repris après, j'ai regardé l'évolution de l'Union soviétique au tout début. C'était pas encore l'Union soviétique, c'était la Russie. C'était encore la Russie, mais dirigée par Lénine. Après la Première Guerre mondiale, il y a immédiatement eu 3 guerres menées par les Occidentaux et les tsaristes. 3. La grande chance, c'est qu'ils n'ont pas mené en même temps. Donc les communistes ont gagné. Mais c'était extrêmement précaire. D'ailleurs, Lénine avait imaginé de rendre une partie de la Russie aux tsaristes pour un éventuel accord de paix. 5 millions de morts. Alors, voilà. Donc, au fond, se pose la question des causes. Et les causalités, la question de la causalité en histoire, alors moi je ne suis pas un historien, donc j'en parlerai de façon prudente, mais c'est un vrai problème. Quelles sont les causes des événements? Alors il y a 2 grands courants de pensée que j'évoque dans le bouquin. Il y a des gens qui pensent que c'est un enchaînement de faits sociaux, économiques, etc. En gros, c'est la position marxiste. Et puis, mais je simplifie, hein, et puis, il y a ceux qui pensent que les hommes et les femmes, en tant que personnes, ont un rôle éminent et déterminant, et voilà. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais j'ai essayé de construire une réflexion méthodique. Donc j'ai mis très longtemps à faire ce texte. Non pas dans l'écriture, ça m'a pris 6 mois en 2019, mais j'ai accumulé des documents, etc. Et je me suis attaché à justifier tout ce que je dis en donnant les références, de telle façon que chaque lecteur qui a envie de vérifier ce que je dis, il a les sources. Alors évidemment, ça fait un appareil de notes un peu fatigant, un peu lourd, et encore l'éditeur m'a demandé de raccourcir, mais voilà le travail que j'ai fait. Donc c'est un essai. Donc un essai, faut le transformer en rugby, mais il faut le discuter. Je ne prétends pas avoir, comment dire, ni la science infuse, ça c'est sûr, ni fait le tour de la question, mais j'essaye de mettre en avant quelques points. Et j'arrive à 2 hypothèses. Alors je les présente comme des hypothèses, c'est-à-dire une hypothèse, vous savez, en science, c'est vrai jusqu'au moment où on a démontré que c'est faux. Mais on part sur cette hypothèse, donc elles sont 2. Moi je pense que tout se joue en 1917, 1920, 1921. C'est là que tout se passe. Et deuxièmement, je pense que tout se joue sur la question idéologique. On a dit, par exemple, l'échec du communisme en Russie, c'est Staline. Bon, effectivement, il a quelques responsabilités. Mais l'échec du communisme en Italie, c'est pas Staline. Les difficultés que nous, on a pu rencontrer, c'est pas Staline. On ne peut pas tout mettre... donc, il n'y a pas un homme ou même Pol Pot, il n'y a pas un individu qui est coupable. C'est plus compliqué que ça. Et donc, j'ai essayé de voir, d'un point de vue idéologique, ce qui s'est passé et pourquoi on a dérapé. Je dis dans le chapitre 2, que s'est-il passé autour des années 20 pour que la matrice originelle du communisme soit endommagée? C'est ça que je pense. Alors, je cite dans l'ouvrage un peu tout ce que j'ai lu. Enfin, j'ai élagué parce que je ne vais pas vous mettre 20 ans de lecture. Mais d'abord, je me suis attaqué au congrès de Tours, 1920. Alors, s'il y a bien un événement, 21, s'il y a bien un événement fondateur pour nous,
c'est celui-là. Et j'avais beau, ça fait très longtemps, toute ma vie, j'ai entendu parler du Congrès de Tours. J'avais pas lu. Et je serais curieux de savoir combien vous êtes dans la salle à avoir lu le texte du Congrès de Tours. On en a une vision très, comment dire, un peu mythique, parce que c'est l'acte fondateur, c'est fondamentalement justifié, ça permet aux communistes de s'organiser, etc. Mais c'était quand même une pagaille, ce congrès, et avec des difficultés qui sont apparues très rapidement. Par exemple, 160 votants, qui auront la majorité, votent pour la motion Cachin-Frossard. Alors, Cachin, je fais mon mea culpa, je n'avais pas lu ses carnets, je ne sais pas si vous connaissez, c'est rare, on a du mal à les trouver. Il y a 4 volumes, c'est énorme. C'est un homme qui, toute sa vie, tous les jours, il a écrit tout ce qu'il faisait. Et donc, on a tout son parcours. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Et j'avoue, je n'en ai pas parlé. Claude Gindin m'a reproché. On dit « Ah, dans ton bouquin, tu ne parles pas. » Oui, effectivement. Mais l'autre, Frossard, vous savez comment il a fini, Frossard? Eh bien, il a été... donc, il y a eu 24 membres du comité directeur qui ont été élus. 2 ans après, 13 ont été exclus, dont Frossard, qui était le premier secrétaire général du parti. Il est repassé au Parti socialiste et il a fini collaborateur de Pétain. Hein? Le leader de la motion majoritaire. La motion Longuet-Faure, 80 voix. Longuet, petit-fils de Karl Marx, qui était un homme, de mon point de vue, assez pondéré, favorable à sortir du mouvement socialiste, mais quand même pas engagé dans la violence. C'était violent, de certaines décisions qui ont été prises. Il a été éliminé alors que même à Moscou, on avait dit on pourrait le garder. Donc c'est pas Moscou qui le vire, c'est la salle telle qu'elle est. Voilà. Sur les 160 qui ont voté Cachin-Frossard, c'est intéressant de voir ce qu'ils sont devenus. Donc c'était en 21. En 22-23, il y en a 22 qui sont exclus du parti et 48 qui démissionnent. Ça fait 70 personnes sur les 160 qui ont décidé. Vous voyez les conflits, les bouillonnements, etc. Alors je ne sais pas si c'est ça qui fait que, en fait, on n'a pas publié les actes du Congrès de Tours, on les a seulement sortis au début des années 80, aux éditions sociales. C'est un livre, un gros pavé. Il y a l'essentiel de ce qu'on savait au début des années 80. Mais pendant donc 60 ans, le Parti communiste a fonctionné sur une sorte de... j'allais dire de mythe, c'est exagéré parce qu'il y a des historiens qui connaissaient, etc. Mais c'était pas la disposition. Alors, il y a eu le livre d'Annick Riegel, en 64, elle avait fait sa thèse. Annick Riegel, je crois qu'elle était la femme du docteur Riegel, que j'ai connu quand je suis arrivé, puisque c'est un rhumato, c'est moi qui l'ai mis à la retraite. C'était pas un grand succès, mais c'était assez marrant. Et donc j'étais un bon rhumato. Et Annick Riegel était sur des positions extrêmement staliniennes. Elle le reconnaît elle-même. Puis elle publie ça, et paf, elle passe dans le camp anticommuniste. Ce que beaucoup de staliniens feront. Et donc son livre a été extrêmement critiqué par la direction du parti à l'époque.
Et puis on a oublié, et je vois maintenant que dans les colloques, on cite beaucoup son ouvrage, etc. D'ailleurs, je crois, je le dis dans le livre, il y a un travail à faire pour les historiens aujourd'hui, communistes, c'est de reprendre le Congrès de Tours et de vraiment le travailler. Et moi, je serais d'avis, alors je crains que le temps des cerises n'ait pas les moyens, mais on devrait republier le Congrès de Tours avec l'ensemble des textes, un appareil critique, et travailler, continuer à travailler, à voir ce que sont devenus ces premiers communistes. Ouais, je ne jette la pierre à personne, peut-être à Froissart quand même, parce que Pétain, il ne faut pas exagérer. Mais ça a été difficile. Je passe sur les différents autres auteurs. Juste un mot sur Souvarine. Souvarine, pour mémoire, au moment du congrès, il était en prison à la Santé, avec un autre, parce qu'il avait organisé des grèves avec le... Mais il bénéficiait d'une sorte de mode de vie particulier, puisqu'il pouvait recevoir qui il voulait. Sa cellule, c'était devenu un bureau. Et donc, il donnait des directives aux gens qui étaient au congrès de Tours. Il a joué un rôle important. Pour mémoire, c'est le seul Français qui a eu un rôle dans le présidium de l'Internationale communiste. Vous voyez, donc, il était une des voix des communistes russes pour dominer le... Voilà. Eh bien, cet homme qui a été un des... qui a joué un rôle fondamental, peut-être plus important que Cachin et Froissart, sur le plan idéologique et politique. Je crois que c'est en 1925, il est déjà plus au Parti communiste. Et il va fonder plusieurs partis, et en particulier un parti qui s'appelle le Parti communiste démocratique, ou démocrate. Enfin, j'ai pu en tête, vous trouverez dans mon bouquin les références précises. C'est-à-dire que... Et il se fait virer, évidemment, de l'Internationale, etc. Et il rentre en conflit, et on dit de lui qu'il n'est pas communiste, qu'il est anticommuniste. Mais à la fin de sa vie, il publie dans les années 50 un petit texte que je vous recommande, que j'ai pu trouver et acheter et lire, où il redit qu'il est communiste, mais qu'il est attaché à la démocratie. Et que voilà pourquoi il s'est comporté, etc. Je passe sur les autres lectures. Juste, je vais faire allusion à Léo Figuère. J'ai tout lu, et en plus, j'ai eu le bonheur de discuter avec lui. Léo, tel que je le vois, d'abord, je me dis, il a eu deux vies politiques. Il a eu des responsabilités nationales, jusqu'au moment où on le pousse gentiment vers la porte, et ensuite toute cette carrière politique d'élu local à Malakoff et l'autorité. Mais quelquefois, moi j'ai vu que dans les Malakoffiaux, beaucoup ignoraient la période antérieure où il a eu des responsabilités de premier plan. Et ce qui est agréable dans sa pensée, dans son... Alors il a eu la chance, et on a eu la chance avec lui, qu'il vive longtemps. Donc il a eu une évolution, et il a digéré toutes les évolutions au fur et à mesure, la démocratisation du parti, et dans un esprit d'ouverture et d'interrogation, ce qu'on retrouve, voilà, et avec une fidélité à sa démarche. Il ne s'est jamais planté, je dirais, dans ses analyses et dans son comportement. Il y a un autre homme que je veux mentionner, c'est Karol Modzelewski. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Alors je l'ai rencontré, discuté avec lui, et puis j'ai lu son dernier ouvrage, et ensuite il est décédé. C'est le fondateur
du mouvement Solidarność, du premier Solidarność en Pologne. C'est un type qui a été classé comme trotskiste, parce qu'il avait fait un premier texte quand il était étudiant sur donner son avis, qui n'était pas celui du Parti ouvrier communiste du POUP, là. Il s'est pris 3 ans et demi de prison. Ensuite, il a refait d'autres choses et il s'est pris encore 2 fois 3 ans de prison. Il a passé 9 ans. Mais pendant ce temps-là, il a fait ses études, il est devenu professeur d'université, prof d'histoire. Son père était un communiste qui a été maltraité par Staline. Voilà et à la fin, ce type, c'est un communiste. Quand il a créé le syndicat, vous savez qu'il y a eu 2 époques dans le syndicat Solidarność. Il y a eu une première partie de ce syndicat, enfin d'une première époque, où il y avait 1 million de communistes qui en étaient membres et qui défendaient la question ouvrière, mais qui ne remettaient pas en cause le régime communiste. Puis, il y a eu l'homme à lunettes, là. Non, pas Valéza, le général Jaruzelski, qui a cassé le mouvement. Et puis, un deuxième Solidarność s'est fait, avec l'influence de l'Église, mais qui a adopté des thèses libérales, voire ultralibérales. Et Modzelewski a écrit que... Alors, c'est lui, Modzelewski, qui a trouvé le mot de Solidarność. Eh bien, il a dit, mais moi, j'étais d'accord pour faire 10 ans de prison, et il les a fait, pour défendre la cause ouvrière et le socialisme, mais j'aurais pas passé un jour en prison pour aller défendre les thèses néolibérales. Donc voilà, c'est un livre extrêmement intéressant et qui est à lire. D'ailleurs, je me suis interrogé parce que son père était venu en France pour organiser le parti chez les mineurs du Nord. Et en 1938, il a été membre de la direction du parti au comité central. Et en 1938, il va à Moscou pour faire une formation, pour compléter. Et là, à peine arrivé, il est mis à la Loubianka, il est torturé. Je ne sais pas ce que le parti a... J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce que le comité central a dit en 1938 de cette situation. Mais vous voyez la complexité. Donc je ne veux pas développer plus longtemps. Encore un mot, Gratchev et Gorbatchev. Moi j'ai vu arriver Gorbatchev avec, j'ai vu un espoir. J'espérais, parce qu'il avait 2 grandes thématiques, hein, démocratiser l'URSS et le développement économique. Qu'est-ce que je pouvais espérer de mieux? Ça a mal tourné. Pour différentes raisons, vous verrez, Gratchev explique, et l'analyse qu'il fait maintenant. Gratchev, vous le connaissez pour un grand nombre d'entre vous, c'est l'homme qui, lorsque Gorbatchev, le dernier jour de l'Union soviétique, parle à la télévision pour dire « je démissionne » et ça entraîne la dissolution de l'Union soviétique, c'est l'homme qui est debout à côté de lui. Et d'ailleurs, dans les conversations, il m'a dit « vous savez, j'ai gagné 1 journée de plus pour l'Union soviétique parce qu'il voulait le faire le jour de Noël et j'avais dit à Gorbatchev « faites pas ça au peuple soviétique, laissez-lui encore 1 journée ». Alors, je ne vais pas vérifier, mais je crois que c'est vrai, c'est pas un homme malhonnête. Et donc... ça s'est planté pour des tas de causes. Pour Gratchev, la principale étant que ce que le peuple soviétique attendait en premier, c'était pas les réformes démocratiques, c'était les réformes économiques qui améliorent son niveau de vie. Les réformes démocratiques sont plus faciles à faire,
mais à ce moment-là, si vous n'avez pas réussi les réformes économiques, c'est l'opposition qui prend la main avec les réformes, et vous avez l'arrivée d'Helsinki, etc. Je ne vous décris pas plus longtemps la situation. Donc, j'ai pioché dans tout ça pour essayer de me faire une idée. Et j'ai pas fait que ça. J'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé dans le monde en même temps que la révolution russe. Parce que c'est incroyable, les transformations. Moi, je pense que au XXe siècle, il y a deux époques clés. Il y a, pour le destin du monde, il y a l'époque des années 20 et l'époque qu'on vit là, le numérique. La révolution numérique et la révolution informationnelle qui n'a pas fini de transformer le monde, mais qui a un potentiel incroyable. Donc, je ne reviens pas là, je ne vais pas parler de ça, mais... donc, j'ai regardé, par exemple, dans l'art. Souvent, moi, je dis, l'art parle en premier. Parce que les artistes expriment des choses, souvent, avant qu'elles n'émergent dans la conscience des peuples, ou qu'elles viennent en débat public, etc. Et alors je reprends les éléments, peinture, sculpture, musique, littérature. Il y a eu des transformations profondes. Je vais juste en citer une. Celle, pour faire court ce soir, l'arrivée du cubisme. Jusqu'à ce tournant, 1907 par là, on était resté sur les concepts de la Renaissance pour l'art. Le beau, la représentation humaine, la plus fine, les lois de la perspective qui étaient intégrées, et voilà. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un petit texte d'Apollinaire là qui décrit ça très bien. Je vous le lis. On a le temps, ça va? Oui, si je suis trop long, vous me dites. On vous jette des pierres. Non, ça va. C'est Guillaume Apollinaire dans son essai « Les peintres cubistes, méditation et esthétique ». L'art moderne repousse tous les moyens de plaire mis en œuvre par les grands artistes des temps passés. Représentation parfaite de la figure humaine, nudité voluptueuse, fini les détails. L'art de maintenant est austère et le sénateur le plus pudique n'y trouvera rien à redire. On sait même que l'une des raisons des succès qu'a rencontré le cubisme dans la bonne société vient justement de cette austérité. La vraisemblance n'a plus aucune importance, car tout est sacrifié par l'artiste à la composition de son tableau. Le sujet ne compte plus, ou s'il compte, c'est à peine. Jusqu'à maintenant, les 3 dimensions de la géométrie euclidienne suffisaient aux inquiétudes que le sentiment met dans l'âme des grands artistes. Voulant atteindre aux proportions de l'idéal, ne se bornant pas à l'humanité, les jeunes peintres nous offrent des œuvres plus cérébrales que sensuelles. Ils s'éloignent de plus en plus de l'ancien art, des illusions d'optique et des proportions locales pour exprimer la grandeur des formes métaphysiques. Bon, c'est un beau texte, mais en fait, alors si on est dans une pensée matérialiste, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle? C'est l'apparition de la photographie. La photographie, d'abord, elle a produit tout de suite des œuvres magnifiques, elle fait des portraits précis et beaux, et puis il n'y a pas une meilleure représentation pour la perspective que la photographie. À chaque fois, on a des vraies perspectives. Donc le peintre, il est dépassé de ce point de vue, et il va chercher autre chose. Par exemple, le premier tableau, Les Demoiselles d'Avignon, on voit des femmes qui descendent un escalier, mais sur le visage, il est représenté de face, de profil, etc. Tout ça en même temps. On a l'impression que c'est déstructuré, mais il essaye, Picasso et Braque, essayent de représenter autrement l'humain et autrement la réalité. Voilà, je ne développe pas plus, mais c'est une transformation profonde.
Mais il y a d'autres choses qui se passent à cette époque-là. Je dirais, la science parle en second. Il y a une révolution dans les mathématiques. Là, je vais en dire un mot. Les mathématiques, jusqu'à la fin du 19e, elles sont structurées alors, ce sont des îlots de connaissances, mais qui se relient ensemble et qui forment une sorte d'unité. Et on pense, et on est à la recherche d'une théorie mathématique générale qui intègre tous les champs des mathématiques et ça bloque. Celui qui a poussé le plus loin ce raisonnement, c'est Bertrand Russell, qui a fait deux ouvrages. Le principal, c'est le deuxième, c'est Les principes mathématiques. C'est des gros bouquins de pure logique. Il a travaillé, il a essayé, il a dit c'est la logique qui va permettre de tout expliquer les mathématiques. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Kahn, vous connaissez le mathématicien communiste, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, discuter avec lui. Voilà. Il écrit ceci. Cependant, alors, il remonte au 19e. Aux alentours de 1820, déjà la masse énorme des résultats accumulés et surtout l'usage des méthodes non justifiées force à une remise en cause. Pendant un siècle, et à des niveaux divers, le souci des fondements, de la rigueur, de la mise en forme des présupposés logiques, de l'axiomatique, est une tendance dominante. C'est-à-dire que on cherche la théorie mathématique cohérente, universelle, et qui permette aux autres sciences de s'appuyer dessus et de développer les connaissances. C'est pas très... Comment dire, ce mouvement, c'est un mouvement très ancien dans l'histoire de l'humanité. Les religions ont toujours proposé une vision du monde holistique, générale, une explication complète. Et puis, il y a deux auteurs moi, que j'ai pointés, par exemple, Saint-Augustin. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil à Saint-Augustin. La Pléiade, c'est énorme. Donc je me suis tapé de lire ça. Il fait, par exemple, Saint-Augustin, puisqu'il donne en 360 après Jésus-Christ un corpus général d'idées et de théories qui fondent le christianisme et qui, pendant 17 siècles, vont structurer la pensée chrétienne. Par exemple, il fait une critique, mais drastique, du polythéisme. Et il dit que c'est farfelu, que c'est invraisemblable, que c'est pas possible, etc. Donc c'est une critique très rationnelle, et en même temps, il avance des théories qui fondent le christianisme avec des idées peu réalistes. Que la Vierge Marie soit vierge, fasse un enfant, qu'elle soit montée au ciel. Alors, pour expliquer que la Vierge peut monter au ciel, il dit par exemple, regardez, la Lune, elle tourne, elle tombe pas, elle est dans le ciel. Donc c'est possible. Oui. Donc c'est une théorie générale. Et d'autres penseurs, ensuite, je prends beaucoup d'exemples dans Emmanuel Kant. Parce que Kant, il a fait la même démarche d'essayer de repenser un système global, mais lui, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques du moment, qui avaient évolué, évidemment. On n'était plus en 360. Et d'autres ont cherché. Et ils arrivent dans une impasse à la fin du 19e. Et alors, dans les mathématiques, je reviens là-dessus rapidement. Il y a un jeune mathématicien qui s'appelle Ludwig Wittgenstein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. C'est un Viennois et c'est un élève extrêmement brillant. Et il est envoyé à 20 ans à Cambridge pour être l'élève de Russell. Ils travaillent ensemble.
Et il trouve le moyen de démontrer que Russell se trompe en essayant d'avoir une vision théorique générale logique qui permette de tout expliquer, et que c'est impossible. Et Russell est époustouflé par cet étudiant, et d'ailleurs il fera une dépression. Et il arrêtera en fait les mathématiques. Et puis plus tard, mais là on s'éloigne des années 20, c'est Kurt Gödel en 1930, à 84 ans, ça donne de l'espoir, qui démontre de façon définitive le fait que il y a une impossibilité à avoir ces théories. Donc c'est admis. Mais Wittgenstein, après avoir publié son petit traité qui s'appelle Tractatus Logico-Philosophicus, je vous conseille de lire, qui n'est pas agréable, hein, c'est tout petit, s'attaque ensuite à la philosophie et fait des propositions radicales qui fait que beaucoup des philosophes des siècles passés se retrouvent dans... Et en fait, en termes de mathématiques, il pose la question des fondements des mathématiques. Il a travaillé là-dessus. C'est-à-dire que, pourquoi je vous parle de tout ça en mathématiques? C'est que si les mathématiques elles-mêmes ne sont pas capables de monter une théorie générale qui permette de tout expliquer, alors les autres sciences, elles peuvent courir. Poincaré, par exemple, avait déjà évoqué cette question. Mais il était resté sur des concepts encore rigides. Et ce qui fait que, par exemple, en physique, il a gardé la notion de temps absolu. Le temps, je passe, bon. Ça a été ensuite contesté. Et si on a une révolution en mathématiques, dans le même temps, on a une révolution en physique qui est fondamentale. On a Einstein, la relativité générale, et après la physique quantique, qui bouleverse l'entendement ordinaire. C'est compliqué de comprendre qu'une particule peut être à deux endroits en même temps, ou bien, enfin, oui, des choses comme ça. Donc il y a une révolution en même temps en physique qui a des effets considérables. Hein. C'est une banalité ce que je veux dire, mais vous n'auriez pas le GPS s'il n'y avait pas la théorie de la relativité générale qui avait été énoncée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on fiche en l'air, à ce moment-là, la physique classique. On dit, bon, ben, pour faire marcher un moteur à essence, ça va, on arrive à... Mais si on veut aller plus loin dans la connaissance de la matière, non, il y a, le temps n'est pas homogène, l'espace n'est pas homogène, etc. Donc il y a une sorte de déstabilisation de la pensée. Il y a un troisième truc qui intervient, qui déstabilise la pensée à cette époque-là, c'est l'émergence de la psychologie et en particulier l'arrivée de Freud. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de dire avant? Pas grand-chose, si ce n'est que ça se passe en même temps. Freud, il amène des inventions, on peut contester hein, la psychanalyse, tout ce que vous voulez, mais il dit il y a l'inconscient. Il y a comme force, substratum de la pensée. Il y a le rôle de la sexualité, y compris chez l'enfant. Ah, la sexualité de l'enfant, quelle horreur. Donc il avance des concepts comme ça. Alors, ça a été soumis à des critiques incessantes. J'ai repris dans mon bouquin la critique que fait Onfray. Non pas que j'ai un amour pour Onfray, mais il a pondu un bouquin qui se veut définitif sur Freud, où il le condamne, 600 pages. Franchement, et alors Onfray dit qu'il a tout lu, tout, et il décrit comme de façon... en fait, il s'attaque à la personne de Freud. Mais ce qui compte, c'est quand même ce qu'on en tire, l'essentiel de sa théorie.
Voilà. Et ça va ouvrir la porte ensuite à ce que moi, ce qu'on appelle les existentialismes, hein, c'est-à-dire il y a tout un tas de philosophes qui, considérant que puisque la philosophie et la connaissance humaine ne sont pas capables d'expliquer complètement le monde, alors faisons en sorte que au moins ça soit utile aux humains et que ça aide leur existence à se passer bien. Bertrand Russell, pour mémoire, le mathématicien, c'est lui qui va fonder le tribunal Bertrand Russell qui juge des crimes, etc. Donc, vous voyez, il se déplace, voilà. Il y a un autre événement important que je veux signaler, évidemment, à la même époque. On m'en voudrait de ne pas le signaler, c'est la Première Guerre mondiale. C'est pas rien. Donc j'y consacre un chapitre, je ne vais pas vous développer, ça je pense que vous connaissez. Et entre autres, ça a joué un rôle majeur pour distinguer les communistes des socialistes, parce que les socialistes, après l'assassinat de Jaurès, ils sont pour la guerre. Ils votent la loi des 3 ans, vous savez, celle qui fait que un soldat, il doit rester 3 ans à l'armée, et non pas 1 an ou 2 comme avant. Je ne sais plus combien il faisait. D'ailleurs, si jamais vous voyez qu'un des présidents propose de rallonger la durée de service militaire, faites gaffe. Donc, je ne reviens pas là-dessus. C'est le capitalisme, je le montre, mais tout le monde l'a montré avant, qui est la cause de cette première guerre. Voilà, je ne développe pas. Alors, c'est un balayage rapide que je fais. Et moi, il me semble que, et je ne le reproche pas vraiment, mais je constate, je pense que les communistes à l'époque n'étaient pas équipés intellectuellement, culturellement, pour absorber tout ça. Ils avaient une théorie marxiste solide, qui fait d'ailleurs toujours ses preuves aujourd'hui, permettent d'expliquer un certain nombre de choses dans le monde économique, dans les rapports de classe, la lutte des classes, qui donnent des éléments sur l'histoire. Mais l'incomplétude des théories, par exemple, ça devait... Or, il faut bien voir... je prends par exemple la question des paysans. Les marxistes ont toujours pensé que la révolution, c'est les ouvriers qui vont la faire. C'est la classe ouvrière qui était le vecteur principal, porte-drapeau. Et voilà que la révolution arrive, pas à l'endroit prévu, hein, c'était prévu en Allemagne, ça arrive en Russie, et c'est un pays essentiellement agricole. Donc, comment faire la révolution avec des paysans, alors qu'on a une théorie qui nous dit que c'est les ouvriers qui font la révolution? Donc, il y a une idée qui se développe, enfin moi je l'interprète comme ça, on va transformer les paysans en ouvriers. On fait des coopératives, des colcos, et ils sont plus maîtres, ils s'éloignent de... Ils changent leur façon de travailler, ils se mettent à travailler collectivement. Et d'ailleurs, il y a un des textes du congrès de Tours qui dit, je peux le retrouver si vous voulez, mais on ne va pas insister trop. Et si ça ne marche pas comme on veut, on y va par la force. Voilà. On imposera, parce qu'on a une bonne théorie et on y va. Et d'ailleurs, dans cette théorie, on fait dire à Marx beaucoup de choses qu'il n'a pas dit, ou pas pensé, ou sur lesquelles il était prudent. Et même, vous voyez, j'ai fait une recherche, juste un petit détail, matérialisme historique. On a tous entendu parler de ce concept, typiquement marxiste. Je suis allé dans les archives de la Bibliothèque nationale, là où on peut, enfin, dans Gallica,
et on peut chercher les mots dans une œuvre. J'ai pris tout Marx, j'ai mis du temps et j'ai cherché matérialisme historique. Eh bien, ça n'existe pas. Il n'a jamais utilisé ce mot-là. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé, mais je crois qu'il n'a pas utilisé. Hein? Oui, mais Marx, non. Donc, voilà. Moi, je pense que dans ce moment particulier d'une révolution qui est violente, nécessairement, qui est dans une certaine brutalité, on s'accommode de ce qui nous arrange dans une théorie. L'impression, c'est la force qu'on a, c'est d'être appuyé sur une théorie qui est universelle et qui est infaillible. Je crois que c'est une faiblesse. Donc, pour résumer, je retiens 3 choses sur le plan idéologique qui marquent ce moment-là et que les communistes de l'époque n'ont pas assimilé. 1. L'incomplétude des théories. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris qu'il n'y a aucune théorie qui explique tout, on ne peut pas s'appuyer en permanence sur les théories uniquement. Alors, il faut bien vivre avec des théories et s'appuyer sur ce qu'on... Mais toujours avec une prudence, avec une réserve. Comme je le disais au début, une hypothèse, c'est quelque chose de vrai jusqu'au moment où on a démontré que ce n'est pas vrai. Et voilà la démarche scientifique. La deuxième chose, c'est ce qu'on peut appeler, et Edgar Morin l'a beaucoup cité, l'émergence de la complexité. Je vous lis juste un petit paragraphe, page 148, ça sera mieux dit que par moi. Il se produit une émergence chaque fois qu'un degré d'organisation, intégration, de complexité supérieure apparaît. C'est-à-dire que dans des situations où on est de grande complexité, il apparaît des phénomènes qui sont imprévisibles compte tenu de tout ce qu'on connaissait avant. Et donc, si on a cette idée, qui maintenant est devenue d'ailleurs une vraie discipline scientifique, etc., je ne vais pas développer, mais je le mets dans le livre, on a quelque chose de nouveau et qu'il faut prendre en compte et le réel change. Et je donne un exemple, alors peut-être que vous trouverez bébête, mais la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? À quel moment ça apparaît? Comment ça fonctionne? Comment on passe de la complexité des réseaux du neurone, qui sont de la matière, hein, de la matière, beaucoup de graisse, du sucre, enfin, du sang qui circule, le cerveau. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça émerge la conscience. On sait la supprimer, on sait la réguler, on sait la monter, la descendre, mais comment ça fonctionne vraiment, on ne sait pas. Voilà un exemple d'émergence de complexité. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Or, quand vous dirigez un pays, quand vous dirigez une nation, quand vous prétendez changer le monde, si vous ne tenez pas compte de ce concept-là, alors vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Et il y a un troisième point idéologique, c'est que il y a quelque chose qui émerge vraiment au début du XXe siècle, c'est le concept de personne humaine. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a des humains depuis longtemps et personne ne nie ça, mais la dignité fondamentale de chaque être humain en tant que personne, quel que soit, devient une évidence. Et on ne peut pas manquer de respect à l'humain. Tout système économique, social, culturel, quelconque, qui manque de prendre en compte la personne humaine, se retrouve vite dans des impasses. Donc,
Moi, je fais les propositions suivantes. Je pense qu'on doit tenir compte de ça dans notre pensée communiste. C'est pas une grande découverte, mais il faut l'avoir en tête. On a besoin d'une idéologie, mais, parce qu'il n'y a pas d'être humain qui fonctionne sans un système de pensée organisé. Donc c'est ce que moi j'appelle une idéologie, même si un mot qui est, par exemple, idéologue, c'est très péjoratif. Donc je n'emploie pas ce mot-là, mais quand même, tout le monde a une idéologie. Mais dans l'idéologie qu'on doit avoir et qu'on peut peut-être réexaminer pour l'avenir, il faut poser des points fondamentaux. Par exemple, je propose l'axiome suivant. Vous savez, un axiome, c'est quelque chose qu'on affirme sans que ça soit démontré. Mais il y a un consensus, on reste là-dessus. En dessous, il y a ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire tout un tas de trucs qu'on ne sait pas, qui aboutissent à ça. Eh bien, je propose que pour le communisme, la personne humaine est inaliénable. Et deuxième axiome, l'humanité, en tant que groupe de toutes les personnes, est inaliénable. C'est tout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réfléchit sur ce que c'est que l'aliénation. Et pour moi, le communisme, c'est la lutte contre l'ensemble des aliénations. Et pas une seule, mais voilà. Évidemment, on reste dans le cadre d'une philosophie matérialiste. Il faut continuer à expliquer ce que c'est que le matérialisme de pensée. J'avais imaginé de faire un colloque à la Fondation Gabriel Péri sur la pensée matérialiste. Et j'avais réuni des collègues, pourtant des gens... Et il y en a un qui me dit, mais je ne savais pas que tu étais matérialiste, que tu t'intéressais tant à l'argent. Je ne suis pas matérialiste en m'intéressant à l'argent. C'est une pensée. Mais je vous jure que dans la jeunesse ou chez les adultes, c'est pas très clair. Donc ça mériterait d'être discuté. La démarche dialectique, on la garde, évidemment, mais voilà. Alors, essayez d'avancer. J'avance, je vais terminer. J'en viens aux aliénations, c'est dans le chapitre 9. J'en pointe 10. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10. Mais déjà, écrire sur 10, c'est pas mal. 1. L'aliénation économique. C'est notre socle marxiste le plus fondamental pour guider notre action politique. Et c'est la relation capital, travail, etc. Bon, vous connaissez tout ça à fond. Il y a une deuxième, alors je les ai classés, je ne les ai pas classés à vrai dire, parce que je pense qu'on ne peut pas les classer. D'autant plus que, oui j'aurais dû préciser, je pense que les aliénations, elles sont indépendantes les unes des autres, même si elles peuvent se recouper à un moment donné, mais elles sont fondamentalement différentes et quand on traite l'une, on ne règle pas pour autant la question de l'autre. Par exemple, l'idée qu'on a vu développer, les relations hommes-femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça sera réglé quand on aura réglé la question de l'aliénation économique. Ben non. Malheureusement, si on pouvait tout régler avec ça, ça serait bien. Mais ce n'est pas le cas. L'aliénation coloniale et néocoloniale, je publie dans le bouquin le texte de la lettre d'Aimé Césaire. On en parle souvent de cette lettre quand il a démissionné, mais en fait j'ai vu qu'elle n'a jamais été publiée en entier. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc je l'ai publiée. Et il parle du paternalisme et du fraternalisme. Je pense que vous connaissez bien, je ne développe pas. Il y a l'aliénation identitaire et raciste. Il y a l'aliénation de genre. Emploie un mot à la mode, c'est les relations hommes, femmes et autres. L'aliénation écologique qui a émergé. Il y a 30 ans, le Parti communiste, ça l'intéressait, il ignorait ça.
il y a l'aliénation religieuse. Je tiens la religion pour une aliénation. Non pas que je ne respecte pas tout ce que les religions ont fait de beau, la culture, les œuvres d'art, elles ont relié les hommes, elles les ont organisés, mais il y a des problèmes. L'aliénation numérique, c'est une aliénation qui vient. À la Fondation Gabriel Péri, on a fait une étude avec Ipsos et Fondapol, qui est une autre fondation de centre droit. Et ils ont beaucoup d'argent. Alors ça nous a permis d'obtenir 70 000 € pour faire une étude sur la dépendance des enfants aux écrans. Et franchement, on a eu des panels de plusieurs milliers d'enfants, de parents et de population générale. On a montré la vague qui arrive. Hein. On n'est pas encore au maximum. Ça a été repris plus de 200 fois dans la presse, ce travail. Donc l'aliénation numérique, l'aliénation des biotechnologies. Les biotechnologies, elles sont les filles du numérique, mais là maintenant on va vers des choses dont il faut falloir discuter sur le plan éthique. Par exemple, on peut faire des chimères. Vous savez ce que c'est une chimère? C'est vous prenez un porc, vous prenez des cellules humaines, et vous arrivez à faire un être vivant, donc vous allez faire quoi? Mais il y a des pays dans lesquels on travaille. Il faut des conventions internationales pour arrêter ce genre de truc. Parce que le jour où on aura une chimère qui aura comme qualité, par exemple, d'être capable de penser, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est pas très loin, hein, ces choses-là. Il y a l'aliénation étatique. Alors, je me fais un plaisir de la citer quand même, parce que Marx imaginait que nous imaginions tous qu'un jour les États puissent disparaître en tant que structure de contrôle, le jour où on aurait passé toutes les étapes qui puissent nous amener à cette étape nouvelle d'un progrès où l'homme en tant qu'individu et collectif peut se passer d'une organisation. Je ne développe pas, parce que tous les pays communistes ont renforcé les structures d'État comme jamais. Franchement, il y a des aspects positifs hein, dans l'affaire, mais il y a une petite contradiction. Et puis j'évoque l'aliénation de l'arme nucléaire. Juste j'en dis un mot pour répondre à Michel Cibot. Le nucléaire, on a la trouille qu'il y ait une guerre nucléaire. D'ailleurs, les Américains l'ont utilisé 2 fois. C'est pas la trouille la pire que ça m'inspire, parce que je vois pas des gens censés se lancer dans une guerre nucléaire aujourd'hui telle qu'elle. Mais d'abord, il y a les accidents, les pertes de bombes nucléaires. J'ai pointé la liste de toutes les fois où on a perdu, parce qu'un avion est tombé, etc., une bombe nucléaire. Mais c'est impressionnant. Et je peux citer, vous ne vous répéterez pas, mais un de mes fils, il travaille au commissariat à l'énergie atomique. Il a mis au point une caméra qui enregistre les rayonnements gamma photon par photon. C'est destiné à explorer les trous noirs, les étoiles extrêmement loin. Et les Russes ont demandé au CEA de tourner les satellites qui ont été fabriqués vers le sol, parce qu'ils voulaient faire le recensement des bombes nucléaires qu'ils avaient planquées en Sibérie, mis sous terre, des réserves, et ils n'avaient plus. Et une bombe nucléaire, ça émet du rayonnement gamma. Donc on peut faire une cartographie.
voyez, ça paraît insensé. Mais voilà. Mais quelque part, il y a quelque chose de pire dont on se rend... Enfin, de pire. D'extrêmement grave dont on ne se rend pas compte et qui nous impacte dans la vie. C'est qu'un État qui a une arme nucléaire, pour pouvoir l'utiliser, il ne va pas réunir le Parlement. Il faut qu'il y ait un homme qui puisse appuyer, ou une femme, sur le bouton rouge. Celui-là, parce que si vous êtes attaqué par un missile et que vous voulez répondre, vous avez quelques minutes pour répondre dans les conditions actuelles. Donc ça peut être qu'une personne qui décide. Mais dans chaque pays qui a l'arme nucléaire, il y a une personne. Et puis si cette personne est empêchée, il y en a un deuxième qui est prévu, un troisième, un quatrième. En France, le quatrième, je vous signale, c'est plus un élu, c'est un haut commissaire de défense. Son identité, elle est secrète, on ne sait pas où il est, mais il existe, si jamais il avait à prendre cette décision. Donc, celui qui a le pouvoir du bouton, il faut qu'il ait le pouvoir, en fait, sur les armées. Et comme ça coûte extrêmement cher, il faut qu'il ait le pouvoir sur les budgets. Et s'il veut avoir le pouvoir sur les budgets, il faut qu'il ait les pouvoirs sur tout. Et on s'en va vers des sociétés extrêmement comment dire, antidémocratiques. On parle de démocrature. Vous voyez, par exemple, on peut prendre le cas de la Russie. On voit bien que Poutine, il décide de tout, dans tous les domaines. Mais en France, le président aussi. Et si on voulait avoir un gouvernement vraiment démocratique, c'est-à-dire qui se réunissent pour prendre des décisions collégiales, qui demandent l'avis du Parlement, du Sénat, voire qu'ils fassent un référendum pour savoir si on répond à l'attaque nucléaire, c'est impossible. Et ça nous emmène dans cette situation de 5e République où on est, et je fais le lien avec l'armement nucléaire, parce que techniquement, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et puis je terminerai en disant, je fais un dernier chapitre qui est le disque, qui s'appelle « Le Parti communiste se manifeste ». Parce que moi, je considère que le capitalisme reste une impasse totale. Il creuse les inégalités de façon inacceptable. Et surtout, c'est encore pire, il confie à quelques-uns des pouvoirs économiques tels qui sont maintenant des pouvoirs supranationaux où des gens, tout seuls, peuvent décider parce qu'ils possèdent des masses d'argent invraisemblables. Et c'est dans tous les domaines. Par exemple, toutes les télévisions, pratiquement, sauf les publiques, sont aux mains de quelques capitalistes en France qui font Zemmour. C'est le produit de ces gens-là. Donc, bien sûr qu'il faut continuer à se battre. Moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans la continuité de cette lutte centenaire et mener ce combat et ne pas gâcher les outils dont on dispose. Entre autres, le Parti communiste. On a besoin de ce parti. Mais peut-être il y a des choses qu'on pourrait modifier un petit peu. D'abord, il s'est démocratisé, pas mal, faut le reconnaître, ça c'est très bien. Mais il faut qu'il ouvre des perspectives de long terme. Je crois que son rôle n'est pas seulement de gagner des élections. Bien sûr, il faut aller à toutes les élections qu'on peut et gagner tout ce qu'on peut parce que c'est un outil. Mais si on veut poser les questions en termes de civilisation, alors c'est une autre démarche qui vient bien au-delà. Prenons Malakoff, à l'époque de Léo et de Salagnac avant. Les communistes étaient impliqués dans énormément de secteurs. Il n'y avait pas que la municipalité. Le logement, les associations de locataires, les syndicats, les parents d'élèves, la culture, etc. Et donc il y avait une imprégnation, je dirais, civilisationnelle, c'est-à-dire on portait un projet qui n'est pas seulement de gagner des élections.
D'ailleurs, les élections, on peut les gagner en se rassemblant avec d'autres forces. Mais l'originalité du parti, c'était celle-là. Et je pense qu'il faut revenir sur cette orientation. Par exemple, quand un adhérent se présente, il veut adhérer au parti. Aujourd'hui, on a eu un débat il y a 2 ans à l'université d'été là-dessus. Les services informatiques du PC, au niveau national, étaient très fiers de nous montrer comment la question était traitée sur le plan informatique. C'était ahurissant. Entre le moment où quelqu'un adhère et le moment où il est complètement enregistré, ça dure 3 mois. Mais vous connaissez les humains, 3 mois après, ils sont déjà partis. Si vous ne vous occupez pas d'eux, si vous n'avez pas, non pas une démarche, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser l'informatique, mais une démarche humaine, c'est-à-dire que chaque adhérent, on lui demande ce qu'il veut faire, quelle responsabilité il veut prendre, dans quoi il veut s'engager, et on l'accompagne. Peut-être il sera parent d'élèves, peut-être il sera à l'association des retraités ou l'association Léo Figuière, des amis de Léo Figuière, ou le mouvement de la paix, ou enfin, ce qu'il veut. Mais qu'il n'y ait pas un adhérent qui soit lâché. Et donc ça suppose une réorganisation, peut-être retour à des fondamentaux d'organisation qu'on a eu, qu'on a laissé tomber, faute de force. Ensuite, je dirais approfondir notre théorie, parce que vous voyez, ce que j'ai évoqué, bon, on peut s'y intéresser ou pas, mais je ne dis pas que j'ai tout dans la poche de ce qu'il faut faire, mais il faut approfondir. Je crois qu'il faut renouer avec l'internationalisme. C'est-à-dire on a tellement souffert de la domination soviétique qu'on est dans... Alors, bien sûr, il y a des contacts, mais moi je crois qu'on pourrait être plus solidaire. Je suis allé voir les communistes du Japon, sous l'influence de Michel Thibault. Je suis allé 3 fois visiter des hôpitaux, des centres de santé, etc., gérés par les communistes. Combien il y a de communistes français qui savent qu'il y a un parti communiste au Japon, et combien il y a de communistes japonais qui ne sont pas refermés. Et j'ai vu, ils ont la trouille des étrangers, je vous jure. Ils sont repliés, bon, et ils sont dans une situation que je crains un peu de déclin. Ils avaient 12 députés, ils sont passés à 10, aux dernières élections ils sont 8, je ne sais pas, vous voyez. Donc, mais c'est quand même un parti puissant. Donc il y a beaucoup de pays où il y a des communistes, soit organisés en tant que parti communiste, soit sous différentes formes, et parfois même il y a plusieurs partis communistes, mais il y a un travail, l'idée d'avoir le Comintern par exemple, donc était conçu comme un système d'emprise, mais ça avait quand même une idée positive au départ qui était de fédérer, de rassembler, de faire travailler ensemble. Moi je crois qu'il y a tout un travail là-dessus. Bref, c'est ce que j'appelle, et j'arrête là-dessus, prendre soin du parti. Par exemple, on est dans les présidentielles, après on sera dans les législatives, après il y aura la fête de l'UMA, après il y aura encore d'autres élections. On saute d'élection en élection. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller aux élections, mais si on veut avoir une chance de gagner, ce n'est pas uniquement en faisant des bonnes campagnes, qui n'ont pas toujours gagné non plus, mais c'est par une imprégnation de la société. Voilà. Donc, pour moi, c'est un message d'espoir, sous réserve qu'on travaille l'inventaire. C'est pour ça que j'ai appelé vendange tardive, parce que c'est du vin, des raisins qu'on récolte au moment où il y a les premiers gels, c'est-à-dire après les vendanges normales, et ça fait des vins liquoreux, les meilleurs et les plus chers. Donc c'est un message positif. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci. Merci.